Claudine André qui, je rappelle, a fait un aller-retour depuis le Congo pour venir vous parler. Donc je pense que rien que pour ça, elle mérite un gros applaudissement. Donc en plus, je peux vous assurer qu'elle a un peu de travail. Hein. Donc Claudine a créé un sanctuaire pour les bébés bonobos. Donc c'est intéressant parce que là, parmi tous nos intervenants qui chacun ont des expériences et des points de vue très, vous avez remarqué, très variés et très riches. Là, avec Claudine, on est vraiment dans le cœur du sujet. Elle vit au milieu des bonobos, avec les populations locales. Elle va nous expliquer à quel point c'est important de travailler avec les populations locales et comment est-ce qu'elle fait pour sauver et réintroduire ces bonobos. Donc, merci encore Claudine André d'être là. Merci. Merci Yolène, et je voulais simplement rappeler que Yolène était ma marraine pour être la femme en or de l'environnement, qu'elle avait été elle aussi. Et je lui avais fait une promesse de venir et je me devais de venir même si mon programme avait changé. Donc, je vous assure, je sors un peu perturbée de la présentation de Monsieur Pic. Oui, oui, vous autres aussi. Ben voilà. Alors moi, j'ai l'impression, pardon, c'était tellement plein d'humour, mais tellement, je sais pas, ça m'a interpellée terriblement parce que on nous appelle, nous, les mémères à macaques qui ont créé des sanctuaires, on nous a appelés des pionnières parce qu'avant le marché de viande de brousse et le braconnage n'avaient pas atteint les sommets qu'ils ont atteints dans les années 80. Et nous sommes nés de cette nécessité de l'explosion de ce nouveau phénomène. Et on nous a appelés des pionnières, et j'ai l'impression qu'on ne sera que des pionniers, parce qu'après nous, je pense que malheureusement, ça sera fini. C'est vrai, c'est un peu dur à accepter, quand on a donné 25 ans de sa vie pour une cause que je n'ai pas choisie et qui m'est tombée dessus, je vous assure. Mais laissez-moi vous parler un tout petit peu de mon histoire, comment je suis tombée dans la soupe. Et voilà, je voulais vous montrer quelque chose qui me tient encore plus à cœur aujourd'hui. Alors la petite blonde là-bas en haut, comme ça, ici, ben, c'est moi en chaise à porteur. C'était d'époque, hein, mes amis. Je suis arrivée au Congo en 1951. Mon père était vétérinaire et il y avait une grande épidémie de peste chez les vaches dans le Kivu, etc. Donc, il nous fallait voyager tout le temps. Moi, je n'étais pas du tout en âge d'aller à l'école. Donc. Et cette femme ici, à la recherche d'un... Là, j'ai déjà trouvé, mais dans le village, tout près de l'endroit où j'ai relâché les bonobos. Et pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que ça résume un peu le cercle de ma vie. Quand j'étais toute petite comme ça, j'avais des parents qui me laissaient faire ce que j'avais envie de faire et j'allais dans les villages. J'étais tellement heureuse avec les gens qui étaient extrêmement heureux de me voir aussi. Et après, j'ai vécu une vie, certes, très aventureuse au Congo et que je n'ai jamais quittée. Mais quand je suis partie en 2006 à la recherche d'un endroit, d'une forêt qui pourrait accueillir des bonobos à la réintroduction, je suis partie seule avec mes hommes sur la pirogue et j'ai fait des dizaines et des dizaines de voyages. Et j'ai retrouvé, vous savez, les gens exactement comme je les avais connus. Et ces gens m'ont donné, beaucoup plus que les bonobos, l'envie de faire quelque chose pour eux. Alors, je vais vous parler de mon histoire. Comment je suis tombée dans la soupe? Eh bien, ça n'avait rien à voir avec les autres qui sont partis pour faire ceci ou pour faire là. En fait, au Congo, à partir des années 90, on est rentré dans une période de transition politique, comme disait à l'époque le président Mobutu, mais qui a amené à des émeutes incroyables et les villes ont été détruites, on avait autorisé les gens à faire des pillages, on a détruit ce qui restait de tissu économique au Congo. Et mon mari avait son entreprise complètement détruite, elle aussi. Et je dois vous faire un petit topo de la scène. Il était assis sur 2 cartons et sa table dans un bureau qui était complètement pillé, son entreprise aussi. Et moi, je suis arrivée de la ville et j'avais rencontré une amie qui m'avait dit « Es-tu allée au zoo ?» Je ne pouvais même pas imaginer que nos écoles étaient pillées, tout était détruit et que le zoo... On n'avait pas tué les animaux ou quoi. Et
Et voilà, je ne sais pas pourquoi, si c'était pour m'étourdir, mais j'ai poussé la porte du zoo. Et là, j'ai trouvé effectivement 248 animaux dans un état pitoyable, couchés au sol, des plaies partout, mais aussi 30 hommes, 32 exactement, un peu dans le même état, et qui attendaient Dieu sait quoi, mais ils venaient quand même, et ils essayaient de se débrouiller et tout. Je suis rentrée au bureau de mon mari et je lui ai dit, écoute, cette ville, on y a été tellement heureux pendant 35 ans, on doit faire quelque chose. Un instant, j'ai vu dans ses yeux quelques points d'interrogation parce que nous n'avions plus de maison, nous n'avions plus d'entreprise, on était juste contents d'avoir sauvé nos enfants et tout. Et il m'a regardé comme ça et il m'a dit, pourquoi pas. Et là a commencé une aventure de sauvetage du zoo, peut-être pour m'étourdir un peu plus qu'autre chose. Et puis du zoo, les bonobos, c'était trop fragile. Je ne savais même pas ce que c'était un bonobo. Le directeur du zoo, quand il y avait 17 chimpanzés, le directeur du zoo m'a dit, maman Claudine, ce petit qu'on vient de nous déposer parce qu'il est presque mort, il ne faut pas mettre ton cœur là-dedans, c'est pas un chimpanzé, hein, c'est un bonobo. Un bonobo. Oui, c'est un chimpanzé de chez nous, mais il y a toujours 100% de mortalité. C'est comme ça, ne mets pas ton cœur dedans, il va mourir, c'est sûr, il meurt toujours sans leur mère. Alors je crois que là, c'est mon caractère. Premier challenge, sauver le zoo. Deuxième challenge, il fallait sauver ce bonobo. C'est Mikeno, mon premier bonobo, le nom d'un volcan interdit que je suis une des seules femmes à avoir escaladé. Et donc de là, on est passé à la clinique vétérinaire jusqu'au moment où on a eu 11 bonobos. Et puis c'était un peu compliqué avec les voisins parce qu'ils allaient régler les antennes télévision sur le voisinage, c'était très très compliqué. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un qui a été très important dans ma vie, et en tout cas dans mon histoire avec les bonobos. C'est une Américaine qui s'appelle Jo Thompson, qui étudiait les bonobos au Kasaï et qui essayait après la guerre de retourner chez elle. Et elle m'a dit, tu as 6 bonobos là, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ? Mais cette question m'a interpellée tout le temps, et peut-être grâce à elle, j'ai toujours été prête à l'avance pour une nouvelle étape. Et je lui ai dit très sincèrement, je ne sais pas vraiment, mais ce que je sais, c'est que je les abandonnerai jamais, parce qu'elle m'a dit, tu sais, ce sont des animaux extrêmement compliqués, et dans les zoos, etc., c'est l'enfer, les bonobos, parce que là-dedans, c'est vachement compliqué. Ça m'a permis d'être prête, pour déménager à l'école américaine parce que l'ambassadeur des États-Unis m'a dit l'école est fermée, Claudine, pourquoi n'allez-vous pas là? J'ai eu de l'aide de la World Society for Protection of Animals et j'ai eu mon premier enclos. Et quand j'étais à l'école américaine, je mettais des classeurs avec mes bonobos comme ça, chacun avait le sien, et j'ai dit là, il y aura 20 bonobos, on doit être parti, être prêt à partir. Et effectivement, j'étais prête à partir. J'ai trouvé un site boisé, ce qui était extrêmement difficile après la guerre parce qu'on avait tout coupé pour faire du charbon de bois, puisque les rebelles étaient autour de nous et on ne pouvait pas sortir de la ville. Donc j'ai trouvé un endroit que j'ai appelé Lola Yabonobo. Lola en lingala, qui est une des langues principales au Congo, ça veut dire le paradis. Un endroit où tu n'auras jamais ni plus peur, ni plus soif. Et voilà. L'aventure a commencé comme ça, mais maintenant, laissez-moi peut-être vous parler des bonobos. Alors bon, c'est un autre, hein, mais il est plus comique que le tien. Hein? Mais donc ça, on en a déjà parlé beaucoup. Et alors là, c'est extrêmement dommage que je n'ai... Si on pouvait me tourner, parce que j'ai besoin de montrer les 2 crânes. Est-ce que quelqu'un peut... Oui, merci beaucoup. Je voudrais vous montrer un crâne de bonobo et par rapport à un crâne de chimpanzé. Voilà, vous remarquez la différence. Ce sont nos deux cousins, mais il y en a un qui a vraiment peut-être une façon de tenir la tête un peu différente qui lui donne l'air d'avoir un peu un frontal. Et de face, c'est peut-être encore un peu plus marquant. Voilà, ça c'est... Alors, où vis-tu, bonobo? Il ne vit que dans mon pays, la République démocratique du Congo, vraiment dans la forêt marécageuse. Et avant, il était peut-être un peu partout. Aujourd'hui, son territoire son habitat ressemble un peu à une peau de léopard parce qu'il est en train de disparaître de plus en plus.
ils nous ressemblent, on en a parlé. Le regard, moi j'aime bien de dire, peut-être que pour les scientifiques ce n'est pas la même chose, mais je rejoins mon ami, il faut donc aller jusqu'au bout et faire face. Vous savez, les gorilles, ils ne supportent pas que vous les regardiez dans les yeux. Les chimpanzés, ils échappent constamment votre regard. Le bonobo, si vous avez la chance de pouvoir échanger un regard avec les bonobos, ils vous regardent, j'oserais même peut-être dire, au fond de l'âme. Il vous regarde dans les yeux, mais vous sentez dans son regard qu'il n'est pas seulement en train de vous détailler, il vous teste, il regarde qui vous êtes. Moi je dis toujours qu'il regarde au fond de notre âme. Bon, ils sont très beaux, ils ont une raie au milieu, ils ont une coiffure aussi, vous savez, dans le dos comme ça, ils ont une coiffure, quand ils ne sont pas épilés. Ils ont des lèvres roses, et voici Max, un joli spécimen, et très gentil. Bon, on a parlé tout à l'heure de la marche, de la bépédie, donc ce sont des moments que je peux passer parce que on vous les a bien décrits. La conscience de soi, oui, les bonobos aussi s'effacent le poing sur la tête. Cycle ovarien, le même que nous, des règles entre 28 et 38 jours. Comme nous, la même chose que nous, un moyen anticonceptionnel, comme les femelles humaines, vous allaitez, normalement, on avale tellement d'hormones, mais normalement on ne conçoit pas un autre enfant. Les bonobos, les mères bonobos et leurs enfants ont une relation extrêmement proche. Elles font un sevrage, mais qui dure 2 ans, parce qu'il a le droit, c'est très 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 surveillé, et elles ont une ménopause. On sait peu de choses en fait, il n'y a que dans les os qu'on peut le dire. Et voir les règles, c'est facile dans les os. Mais chez nous, ils ont des enclos de 15-20 hectares. C'est parfois difficile de savoir les dates des règles. Voilà, et avant c'était le propre de l'homme, mais maintenant c'est pas le propre de l'homme. Il y en a qui disent non, c'est parce qu'ils ont peur. Moi je peux vous dire qu'il y a des moments où ils rient. Ils rient. Alors, mendier et partager, et faire un peu de peering ici. Et alors, on parlait tout à l'heure de code, et c'est vrai qu'un bonobo qui demande aux gens qu'il connaît bien, il n'a pas du tout la même gestuelle ni les mêmes vocalises qu'avec quelqu'un qu'il voit pour la première fois. Parce qu'il sait qu'il n'a rien compris avant, donc il doit expliquer autrement. Tandis que j'ai des films pour prouver tout ça, évidemment. Les bonobos qui s'adressent à leurs soigneurs, c'est parfois comme ça. Mais avec un visiteur qui vient, qui ne connaît pas, mais ils emploient toutes sortes d'autres manières. Ils ont des codes qui sont déjà préparés avec les gens qu'ils connaissent. Bon, l'usage des outils, je sais qu'on a longtemps dit que les bonobos utilisaient moins d'outils et pas du tout. Non, ils ne mangent pas de thermite, basta. Ils font pas les petits nœuds comme ça, mais ils emploient plein d'outils, ne serait-ce que des grandes feuilles avec lesquelles ils font des cornets quand ils ont envie de boire comme ça. Et la pierre, ici, vous allez voir comment cette femelle, c'est pas très bon parce que c'est juste des étudiants en éthologie, vous voyez une femelle ici, elle est environ à 400 mètres de l'endroit où elle veut aller. Et elle emporte, en dessous de il y a son bébé, vous le voyez là, juste sur ses fesses, et elle emporte cette pierre. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'à 400 mètres environ, il y a une grosse pierre sur laquelle elle peut casser des noix de palme pour manger la noix palmiste. Elle a anticipé son besoin d'outils. Et après, bon, elle fait un peu de nettoyage et hop, elle va casser, mais elle a été chercher cette pierre et ça a duré 3 minutes ou 4 minutes. Hein. Voilà, ça c'est quand on me dit qu'ils n'utilisent pas d'outils. Moi je dis qu'ils peuvent même anticiper. Mais ils ont leurs particularités, ils nous ressemblent, mais ils ont leurs particularités, bien sûr. Il est plus paisible que le chimpanzé. Bon, c'est une alliance de femelles qui dirige le groupe.
Mais avant, on disait toujours, ah, c'est les femelles qui dirigent, etc. Moi je deviens de plus en plus sceptique, parce qu'en fait, quand il y a un vrai problème dans l'alliance, ce qui est extrêmement difficile de voir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, moi je l'ai peut-être vu 5 fois sur une vingtaine d'années, parce que c'est difficile, parce qu'ils ont, ils ont tout le temps des conflits qu'ils reportent sur les autres, et c'est très très compliqué de comprendre. Nous, on marche à un tour quand on joue aux échecs. Eh bien, eux, ils jouent à 2 tours. On est parfois 3 ou 4, même avec des étudiants, en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que nous, on doit aller à l'école pour apprendre la diplomatie. Et je pense que les bonobos, ils ont ça d'une manière assez innée. Et donc, les femelles sont alliées. Et effectivement, c'est assez curieux, comme disaient mes 2 interlocuteurs avant moi. C'est pourtant des femelles qui ne sont pas apparentées. Et comme les chimpanzés, ce sont les jeunes femelles qui quittent le groupe pour ne pas avoir des relations sexuelles au moment où elles ont déjà leur période et concevoir en consanguinité. Mais ce qu'on ne comprend pas, généralement, c'est un système patriarcal qui s'installe dans le cadre de ce genre de migration. Avec les bonobos, non. Ce sont des femelles donc non apparentées, mais qui s'allient et qui dirigent un peu l'agressivité des mâles et qui prennent des décisions assez essentielles. On ne sait pas encore pourquoi exactement. On dit, bon, c'est parce qu'ils ont de la nourriture en profusion. Il y a toutes sortes de théories, mais en fait, on n'a pas encore trouvé vraiment pourquoi. Elles sont extrêmement puissantes, les femelles, et quand je vous dis que le bonobo Peace and Love, c'est une belle image, mais je vous jure que les mâles, ils apprennent ça très tôt. Mais dans un sanctuaire, c'est très difficile parce que nous avons des orphelins. Et les orphelins, ils ne sont pas protégés par leur mère au sein de l'alliance. Donc, ils sont la proie. Un jeune mâle, il est vraiment dans le bas de l'échelle sociale. Si c'est une femelle, ça va un peu mieux, mais les jeunes mâles, ils sont au pas dès l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, et les jeunes orphelins ont difficile. Et nous avons un problème d'éthique, c'est que dans l'Alliance des sanctuaires panafricains, PASA, nous sommes obligés de faire de la contraception, parce que c'est déjà assez que les orphelins qui arrivent, et donc c'est pas la peine d'avoir des bébés. Alors, on a utilisé la contraception seulement dans deux zoos américains, à Milwaukee et à Columbus. Et tout le monde m'a dit, c'est une catastrophe. Tu vas arriver à de l'agressivité que tu ne vas pas comprendre quand tu auras, comme maintenant j'ai encore 75 bonobos à Lola, ils sont répartis dans 3-4 enclos, mais les mâles ne reconnaissent plus vraiment la période, le swelling, etc. Et les femelles, elles ont toujours la même attitude, corriger les mâles. Donc les mâles essayent de prendre le dessus et ça fait des agressions, mais vraiment terribles. Donc, après 4 ans, on a arrêté la contraception pour une raison simple, c'est que à un moment, qu'est-ce qui s'est passé en 2005? En 2005, j'arrivais à saturation. J'avais 78 bonobos. Je me disais, oui, je peux encore en avoir peut-être 30, mais on va détruire l'harmonie, alors que Lola, c'est recevoir des enfants pour leur montrer ce que c'est que la forêt, parce que ce sont des citadins, c'est comme les petits Parisiens ou les petits Japonais, c'est pareil, ils ne voient pas. Je suis allée à cette conférence à Appeneuil en 2005, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Les bonobos n'existent qu'au Congo. Ils arrivent en masse, de plus en plus. Je vous montrerai le graphique des arrivées. Est-ce que moi, je vais euthanasier les derniers orphelins des derniers grands singes, avec l'hécatombe due au trafic de viande de brousse que je voyais? Donc, je n'y croyais pas. Je me disais non, est-ce que je vais les renvoyer au braconnage, etc. Donc, finalement, j'ai dormi avec les lignes directrices de l'IUCN. J'ai suivi les guidelines, comme ils disent en anglais, d'une manière vraiment drastique. J'ai même eu une standing ovation. Et
j'ai fait ce qu'ils demandaient, répondre aux questions, pourquoi réintroduire, c'est 8 questions très compliquées. Trouver minimum 6 sites et voir quel est celui qui est le plus adapté. C'est préparer au niveau sanitaire tous ces animaux. C'est une préparation, je pense que jamais je n'ai pensé que c'était aussi difficile. Aujourd'hui, pourquoi est-il en danger? C'est l'humain, c'est le trafic de viande de brousse, c'est la raison de notre travail. On a récolté des orphelins, mais moi je voulais travailler avec, bien sûr, ne pas mettre les orphelins chez moi et que les gens ne comprennent pas pourquoi. Donc directement, j'ai impliqué le ministère de l'Environnement congolais en disant « je ne vous demande rien, je vous demande seulement d'appliquer la loi ». La loi existe sur la détention, on ne peut pas détenir un chimpanzé et un bonobo. Je veux que vous confisquiez les orphelins au nom de la loi, pour essayer d'avoir une chance de casser cette chaîne qu'est le chasseur qui revient avec son orphelin parce qu'il l'a trouvé sur le corps de sa mère. Et comme c'est gentil, un bonobo de 2 ans, il est comme ça, hein. Un chimpanzé de 2 ans, il est comme ça. Hein. Et donc, ils essayent de le vendre comme jouet, même dans les villages. Et ce bébé bonobo, qui ne sait pas vivre sans sa mère, se laisse mourir. Et voilà. Ces orphelins, il fallait qu'ils servent à quelque chose. Au départ, servir à renforcer la loi auprès des autorités congolaises. Et comme ils me les confiaient en gardiennage, eh bien, qu'ils servent d'ambassadeurs pour un programme d'éducation pour la jeunesse congolaise, spécialement les gens des grandes villes, qui sont les demandeurs de viande de brousse, et c'est eux qui envoient les cartouches dans la forêt. Donc, voilà, et oui, la dégradation de son habitat, mais elle n'est pas la même qu'au Cameroun et au Gabon. Là-bas, ce sont des vrais forestiers, parce qu'ils ont des ports de mer où ils peuvent envoyer leurs grumes en direct. Chez nous, il y a une grande manipulation pour les grumes, parce que la forêt des bonobos est une forêt inondable du 1er septembre à la fin du mois de décembre. L'eau monte de 1,50 m, elle envahit toute la forêt. On a d'ailleurs pour ça des eaux noires magnifiques, des lacs avec des plages de sable blanc, mais l'eau est noire. Si vous la prenez dans la main, c'est comme du Coca-Cola. Et donc, les exploitants forestiers ne font pas fortune chez nous, pas du tout. Alors voilà, je vais vous raconter une petite histoire qui me tourmente pour le moment. Ça, c'est où les... Ah, mais j'ai un petit point là. Les bonobos sont classés en danger. Et actuellement, on vient de faire l'analyse de tous les datas des gens qui travaillent avec les bonobos entre 2004 et 2010. Les résultats sont effrayants. Les bonobos ont disparu de 5,94% par an. Et les conséquences de tout ça, c'est que l'IUCN pense qu'il n'y aura plus de bonobos après 3 générations. Une génération de bonobos, c'est 23 ans,4. Et ils veulent passer le bonobo de endanger à critical endanger. Eh bien, les scientifiques ne veulent pas. Je pense que... moi, je fais partie de la section Grand Singe de l'IUCN pour la section bonobo. Et j'ai vu les échanges. Et je pense qu'ils sont très gênés, pour certains, et des grandes ONG internationales, d'avoir reçu des millions de dollars. Et au lieu d'avoir l'humilité, puisqu'on se bat, enfin je crois qu'on se bat pour une cause, qu'ils ne disparaissent pas, au lieu d'avoir l'humilité de dire, eh bien oui, on doit déclarer forfait, on est là, on est retourné sur le terrain après la guerre depuis 2004, on n'a rien enrayé, et au contraire, ça n'a jamais été aussi rapide. Moi, je suis peut-être une pionnière, je suis une seule, je me bats avec ma petite ONG congolaise, mais je vous assure que s'ils ne publient pas ça, je vais faire du bruit. Parce qu'on dépense tellement d'argent dans la conservation. Mais il faut avoir l'humilité de dire « changeons de système ». Changeons de système. Peut-être allions l'humanitaire avec la conservation. Demandons aux humanitaires, au lieu d'aller... Bon, qu'ils aillent dans les zones de guerre, je suis la première à le dire. Le Kivu, c'est mon pays d'enfance, donc je suis très consciente qu'on a besoin d'eux là-bas. Mais après, ils vont n'importe où. Non, pourquoi ne pas venir aider les populations autour des réserves naturelles?
les aider à avoir des projets socio-économiques, comme moi je fais avec mes petits moyens, mais c'est peut-être encore une chance de lier l'humanitaire à la conservation. Mais c'est des business, hein, tout ça. Alors, Lola Yabonobo, je vais vous faire un tour. Où est-ce que je suis? Pour Lola, qui veut dire le paradis des bonobos, je vous l'ai dit. Kinshasa est ici au-dessus, et moi je suis à environ 1h30 de Kinshasa. C'est très joli, Lola Yabonobo. C'est un paradis, pas seulement pour les bonobos. J'ai eu une chance folle de pouvoir, mon association a pu acheter ce terrain de 35 hectares pendant la guerre, parce que personne n'en voulait, surtout le propriétaire voulait partir parce qu'il faisait partie de l'ancien régime. Mais voilà pourquoi on existe. Voilà un bébé bonobo d'environ 2 ans qui a traîné quelques semaines, qui est très gentil. Si vous ne le bougez pas, il va rien vous demander. Il va boire si vous lui donnez à boire pour vous faire plaisir mais son but c'est se laisser mourir. On les reçoit dans des états comme ça et il faut les réhabiliter physiquement, bien sûr, c'est le rôle des vétérinaires. Au départ, je n'avais pas de vétérinaire, maintenant j'ai la chance d'avoir un beau-fils, un futur beau-fils qui travaille avec moi depuis 3 ans, mais avant je n'avais pas de vétérinaire, mais je suis une maman de 5 enfants élevés en brousse, donc j'étais une maman vigilante, parce que si on doit faire 300 km pour un rhume, on ne le fait pas, donc on le soigne vite pour ne pas avoir une pneumonie. Ça m'a aidé probablement aussi pour les bonobos. Alors ça c'est un graphique intéressant, je voudrais vous en parler quand même. Voilà à peu près 20 ans, un peu plus, où nous travaillons avec les bonobos. C'est un petit graphique qui n'est pas trop scientifique parce qu'il y a certainement, les scientifiques purs me diraient, Claudine, il y a quand même d'autres facteurs et tout, mais je voudrais juste vous montrer l'importance. Voilà, ici c'est le nombre de bonobos qu'on reçoit par année. Voilà des pics d'arrivée au sanctuaire, la première guerre dite de libération, et puis la guerre est finie, il y a moins d'hommes dans le biotope, et puis la deuxième guerre arrive, voilà, on reçoit beaucoup plus de bonobos, et puis on a la paix, et puis on n'a pas encore vraiment la paix, mais on la signe la paix. On signe la paix et on réouvre la navigation sur le fleuve Congo. Et voilà ce qui arrive, c'est-à-dire les braconniers rentrent dans le biotope, et je reçois jusqu'à 10 bonobos par an, orphelins, saisis par le ministère de l'Environnement. Après, nous sommes tous sur le terrain là. Moi je cherche un terrain pour la réintroduction, AWF, VVF, CI, BCI, tout le monde est sur le terrain. Ça se stabilise un petit peu. Et puis là, subitement, en 2015, plus de bonobos, 2016, plus de bonobos. Alors, est-ce que ça correspond à ce que l'IUCN dit? Est-ce qu'on les a vraiment, vraiment exterminés? Est-ce qu'il y a un grand trafic vers l'Asie? Parce que nous avons beaucoup de Chinois qui sont extrêmement protégés puisqu'ils viennent faire la reconstruction du pays. Ils ont leurs propres avions, etc. Donc, c'est possible. En tout cas, voilà ce que je constate. Donc la première chose qu'on fait évidemment chez nous, c'est accueillir les bonobos, les mettre en quarantaine, mais une quarantaine avec une maman humaine qui fait le sacrifice parce qu'elle en a déjà eu une centaine. Elle sait qu'aucun bonobo ne lui a jamais rien transmis, donc elle le fait en confiance et avec amour. Et parce que si on le met dans une cage tout seul, etc., c'est pas la peine de faire la quarantaine, il va mourir. Donc moi j'étais maman de substitution au début, oui, mais mère à macaque, c'est vrai. Donc voilà Raphaël, certains l'ont peut-être vu dans une série qui s'appelait Une saison chez les bonobos sur France 4. Et voilà notre infirmière avec une maman de substitution qui vient soigner son bébé. La nurserie, c'est réhabiliter ces bonobos, mais c'est aussi copier le comportement que les éthologues nous ont bien expliqué dans la forêt, comme les Japonais, comme Zanakle, comme les filles de Klaus à Neuchâtel. Chaque fois qu'il arrive quelque chose, les mamans humaines, parce qu'elles ont chacun un bébé,
elles vont directement reprendre leur bébé, avoir la même réaction que la maman bonobo, toujours mettre son bébé en confiance. Ne pas regarder ce qui se passe, non. Premier réflexe, les protéger. C'est ce que font tout le temps les mamans bonobos. Ils restent avec, jusqu'à l'âge où les mamans bonobos les mettent hors du nid dans la nature, vers 4 ans, 4 ans et demi, et alors on les passe dans les grands enclos. Donc là, ils sont déjà grands, et après, ils sont chez nous dans des enclos de semi-liberté, où il y a chaque fois des grands étangs, on peut les observer sans enclos électriques. Et ils se sont organisés, au départ je ne savais pas, je me demandais, mais ils se sont organisés, les femelles les plus âgées ont fait une alliance, et puis quand ils ont eu des fils, maintenant les fils ont 10 ans, ils prennent la tête des mâles parce qu'ils sont protégés par leur mère, ça devient les dieux. Voilà, alors ma devise, et la conservation commence par l'éducation. Aujourd'hui on reçoit 30 000 enfants à Lolaya Bonobo. Moi, je voulais que les enfants sachent qu'ils ont un grand singe merveilleux et qu'il n'existe que chez eux, que c'est un trésor de la nature au Congo et qu'ils le connaissent avant qu'il ne disparaisse. Donc, les écoles viennent tous les jours. On a même un bus où il y a de la décoration parce qu'ils passent et les gens qui ne savent pas, ils disent « Lola, il y a Bonobo ». Il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais oui, tu sais, ce singe là-bas ». Il y a de l'éducation dans tous les coins. Et alors, on travaille évidemment surtout avec les écoles, on parle beaucoup de la forêt, la déforestation, enfin tout ce que vos enfants font peut-être dans des classes vertes en Europe, mais qui n'existe pas en Afrique. Et donc, oui, ça j'ai une histoire assez comique. On avait promis à l'école de notre village que si les enfants plantaient des fruits ou des légumes que les bonobos aiment, l'argent qu'ils récolteraient de ça deviendrait l'argent avec lequel nous payerions leurs frais scolaires. Et alors, donc ils ont reçu des graines et ils sont venus une fois, 2 fois chez les maraîchers autour de Lola. Et puis un jour, le directeur de Lola, Piero Mbonzo, m'appelle, il me dit « On a un problème ». Je dis « Ah ouais ?» Il me dit, on a 700 kilos de concombres. Et j'ai dit, il n'est pas question de laisser ces concombres, on les achète, on fera du troc avec les maraîchers, parce que cet argent, on le doit aux enfants, puisqu'on leur a dit que c'était pour leurs frais scolaires. On ne s'occupe pas seulement de l'éducation des enfants, mais aussi des fonctionnaires congolais. Parce qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'on fait, parce qu'ils connaissent bien la loi, vous savez, mais ce n'est pas intéressant, la conservation. On en reçoit quand même 300, 350 par an. Alors, évidemment, on fait pas mal d'études à Lola, avec des universités, je sais pas, comme Duke, St. Andrews, Max Planck, Kyoto, l'université de Kinshasa, bien sûr. Mais chaque fois que... voilà, bon, je le connais par cœur, mais c'est pas la peine que je vous les cite toutes. Mais chaque fois qu'il y a un étudiant qui vient, je demande qu'il prenne un assistant congolais, un enfant étudiant en biologie qui vienne l'aider. Nous sommes le seul pays du monde à avoir 3 des 4 grands singes. Ce serait bien qu'il y ait une société de primatologie au Congo, hein, et des primatologues. Donc voilà, on travaille évidemment avec les maraîchers autour de Lolaya Bonobo. Les bonobos consomment 13 tonnes de fruits et de légumes par mois. Donc les maraîchers sont très contents, c'est du donnant-donnant. On les a mis en organisation de village et on leur a fait faire des collaborations avec des ONG qui viennent aider au Congo. Donc ils leur ont donné de bonnes semences, du matériel et tout. Et voilà, ils transforment en plate-bande. Il n'y a rien qui pousse là. Il n'y a rien qui pousse à Kinshasa parce que c'est du sable. Donc ils ont besoin des fientes, des poules, des fermes pour faire pousser. C'est un terrain assez ingrat. Voilà, donc je vous ai expliqué déjà un peu tout à l'heure. En 2005, c'est vrai que c'était un succès. On avait 30 000 enfants
On était, comme disait le ministère, la fierté du Congo. Forcément, il n'y avait plus rien d'autre, donc c'était pas compliqué. Et puis là, j'ai pris la décision de partir en réintroduction. Et là, a commencé pour moi une école à bonobo dans la langue là-bas, ça veut dire le pays plutôt dans le sens du terroir, comme un Français parle de saucisson, ou un fromage. Et voilà, les rivières noires, elles sont immenses, elles ont 600-700 mètres de large. C'est magnifique, magnifique. Et ça a été la période où avec Pierre Bonzo, on naviguait, on cherchait, on parlait avec les autorités locales et finalement, c'est là que j'ai choisi. C'était 20 000 hectares, c'est un contrat de partenariat avec les Ilungampo qui sont pas propriétaires de la forêt parce qu'au Congo, le sol appartient toujours à l'État, mais ils en ont la jouissance coutumière. Donc on fait des accords, ils s'occupent de la sécurité et nous, on s'occupe de leur bien-être. Enfin, leur bien-être. Ah ben oui, voilà, je vous ai pas écolo, c'est là. Donc ça fait quand même 900 km. Et donc, on a décidé, le 14 juin 2009, de faire la première réintroduction de 9 bonobos. Évidemment, j'avais dit aux autorités locales, s'il vous plaît, personne à l'aéroport, mais bonobos, déjà, ils seront depuis 2h30 dans les cages. Eh bien non, il y avait les calicots, bienvenue aux bonobos et tout. Et bon, enfin, voilà. On les a mis on a mis toutes ces cages sur des radeaux et on est parti. Bon, je ne sais pas, il y en a qui ont peut-être vu le film cinéma qu'on a fait, Bonobo. C'est pas les mêmes cages, hein, vous voyez. Il y avait beaucoup de fiction dans le film, mais c'est le même endroit. Hein. Et donc, voilà, ça a été le réapprendre vraiment à vivre dans la forêt. On a fait une quarantaine un peu longue, mais où ils ont appris à chercher la nourriture, ce qu'on ne faisait pas d'habitude. Donc tous ceux qui allaient partir étaient dans un enclos réservé à la quarantaine. On cachait dans des endroits différents tous les jours qui cherchent la nourriture. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Tout, leur apprendre les bruits des léopards, voir leurs réactions. On a fait un espèce de training, mais la seule chose que nous ne savions pas faire, c'est leur apprendre à boire l'eau noire. Donc au début, ils ont regardé, ils se sont mis en bipédie en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc on ne pouvait pas les abandonner comme ça, on leur a amené de l'eau, mais le 4e jour, il y avait suffisamment, comme les bonobos sauvages, suffisamment de rosée sur la canopée et sur tout ce qu'ils mangeaient, etc. Bon, ils ne boivent pas les bonobos, ils prennent des feuilles et tout. Donc on a des éco-gardes. Et on les a suivis pendant... L'UICN demande 2 ans, on les a suivis 2 ans et demi. Maintenant, on a mis dans les autres lâchers, on a des colliers. On a 5 naissances là-bas. Alors évidemment, il a fallu travailler avec les populations locales. C'est 80% de notre temps, c'est le travail avec les populations locales. On a mis ces gens en sortir de guerre. Ils n'attendaient plus rien, ces gens. Je crois qu'on leur promet tout depuis 50 ans. Donc, vous savez, un village africain, ça marche autour d'une église, un marché, une école et un dispensaire. C'est les 4 pôles de tous les villages au Congo et toute l'Afrique centrale, en fait. Donc, on a créé des comités de développement de village tout autour de cette réserve de 20 000 hectares. Et ils ont un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, mais des représentants des églises, des représentants des jeunes, des représentants de l'État, mais des représentants des chefs traditionnels qui, pendant 20 ans de guerre, ont repris un pouvoir considérable. Et donc, voilà, on a équipé 4 maternités. On leur a mis un peu des puits avec l'eau blanche parce qu'ils boivent. Je sais, ils étaient en se disant, mais maman Claudine, nous on boit toujours l'eau noire, tu sais. Mais bon, nous on voulait leur donner ce confort-là. Ils avaient créé entre-temps 32 petites associations de pêcheurs et d'agriculteurs, donc on leur a donné des intrants pour eux. On a engagé un sociologue pour visiter une fois par mois tous les comités de développement de village.
on fait de l'éducation, mais autrement, parce que c'est pas comme des enfants citadins, ce sont des gens qui passent en pirogue, mais ça fait quand même 15 000 personnes par an, et ça se répercute sur tout le grand paysage forestier de Maringalopori-Wamba, où nous sommes installés. Et donc, on va dans les villages, et aussi, on joue au football, et on a une école de football à Bassam-Koussou, donc nous fournissons les t-shirts, les bottines, les trucs, et puis c'est de l'éducation parce que quand ils gagnent, ils vont au championnat de district et puis au championnat provincial, et à la radio, on entend « oui, les bonobos de Bassam-Koussou », et c'est de l'éducation, c'est de l'éducation. Alors, on fait venir des gens de l'extérieur. Voilà par exemple Pina, une dentiste italienne qui vient 2 fois par an. Je vous assure, les gens lui baisent les mains parce que là-bas, ils ont mal aux dents. Comme nous, on a mal aux dents. Il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas d'anesthésiant, donc ils gardent la douleur pendant des années. Et Pina, elle vient avec le matériel pour enlever les dents, tout simplement. Et il y a la file comme ça, elle pourrait même travailler de nuit. Elle fait ça à Lola pour les villages avoisinants, et puis nous partons avec elle à Ekolo, dans notre campement d'Elonda. Et toute la journée, les gens viennent la voir, et ça, c'est des choses qui donnent aux gens envie de faire quelque chose pour les bonobos, parce que avec les bonobos qui sont de retour chez eux, eh bien, ils ont une balance, parce qu'il n'y a rien à l'équateur. Il y a des arbres et de l'eau. Et il n'y a pas de forestier, il n'y a pas de travail. On a bien commencé à planter des élaïs qui donneront dans 8-10 ans, malheureusement. Mais c'est tellement pauvre. Mais les gens, ils vous portent. Les gens vous portent. Quand on arrive là-bas, ça fait 9 ans que ça dure, donc ce n'est pas un engouement soudain. Moi, je crois beaucoup plus à des milliers de petits projets à la base qui vont faire remonter la pyramide. Et pas ce qui se passe maintenant. Faire confiance aux politiques, eux, il y a bien longtemps qu'ils n'ont plus confiance aux politiques, ou à ceux qui ont d'immenses moyens, comme des grandes ONG internationales, parce que ce qui arrive, c'est la pyramide à l'envers, c'est comme ça. Il n'y a rien. Par contre, faisons un peu plus confiance aux gens de la base. C'est vrai, c'est compliqué, ils ont mauvaise réputation et tout, mais je vous assure, quand on les encadre, ils ont envie que ça marche. C'est un espoir pour eux, un espoir. Et franchement, j'ai mis la photo de Bolomba pour répondre à une question que vous m'auriez certainement promis, c'est « est-ce que ça fonctionne ?» Eh bien, je vous raconte l'histoire de Bolomba. Quand M. François Hollande est venu en visite pour la francophonie à Kinshasa en octobre 2013, 2012 ou 2013, je ne sais pas, au même moment, 2 semaines avant, on a reçu un coup de téléphone d'une grande ville qui avait reçu une phonie, donc une phonie à chef, d'une radio d'une mission au milieu de nulle part, qui avait reçu une autre phonie d'un chasseur qui avait pris une femelle bonobo dans un piège, presque adulte, parce qu'elle avait 11 ans déjà, et il nous demandait de venir la chercher parce qu'il avait appris ce qu'on faisait, qui était le bonobo, et il ne voulait vraiment pas la tuer. Donc tout le service d'éducation de là dit « Madame, on y va. Même si ça coûte 1500 $, on y va. » Et on a téléphoné à notre campement, ils ont loué 2 motos, ils sont partis à Bolomba, c'est 400 km quand même, 2 jours, parce que c'est pas 400 km sur une autoroute, hein. Ils sont arrivés là, ils ont trouvé Bolomba, là, soigné par la population, avec de l'huile de palme, avec de la cendre et leurs médicaments. Et Bolomba, quand ils l'ont vu, ils disent « mais trop grand, comment on va faire avec nos motos ?» Bolomba a fait 2 jours de moto, on l'a mis derrière, avec un bras comme ça, parce qu'il était un peu démis, et s'est tenu comme ça.
Et elle est arrivée à Bassin-Coussou. Là, on lui a fait une cage parce qu'elle devait monter sur une pirogue. Bon, une pirogue 4 pieds de 10 mètres de long, mais quand même, on ne voulait pas qu'elle saute à l'eau ou qu'elle ait peur. Et puis après, on l'a mise sur un avion. Nous, on avait organisé avec le ministère de l'Environnement. Et elle a atterri à Kinshasa en même temps que M. Hollande. Alors, je ne vous dis pas la panique, la sécurité de l'aéroport. Mais maman Claudine, maman Bonobo, s'il te plaît, emmène ton Bonobo. J'ai dit, oh, tout de suite si vous voulez. Laissez-moi sortir. J'ai jamais sorti un Bonobo de l'aéroport sans avoir 1000 services derrière moi. Et Bolomba est arrivé chez nous. C'est pour ça que je dis, est-ce que ça marche? Parfois, des choses comme ça nous font penser que l'éducation, c'est peut-être la seule chose qui marche. Travailler avec les populations avoisinantes, leur donner plus de responsabilité et de confiance. Et ouais, ça peut marcher tous ensemble pour les bonobos. La séquence émotion, avec maman Claudine. Ben oui, c'est vrai, mais on a tous quelque chose à faire dans ce combat. Et je pense qu'ici, je vous ai remis le casque et j'ai ramené le vaisseau spatial sur Terre, mais peut-être à l'âge de bronze, parce que là-bas, les gens vivent comme toujours, comme avant. C'est comme ça. Mais je vous assure, c'est magnifique de retourner en pleine forêt, avec vraiment loin de tout et avec des gens entiers. C'est pour ça que c'est chez moi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, du coup, c'est quel micro? C'est celui-là. Bah, là, du coup, c'est... Vous gardez celui-là, voilà. On commence par la caméra. Ah oui, est-ce que oui, tu peux donner le contact de ton site internet? Absolument. Ça s'appelle, je crois que je l'ai à la fin, c'est bizarre, il me manque une slide. Non, tiens. Ben, elle n'a pas pris. Je vais bien sûr le donner. Il y a www.lola, comme Lola Montes, c'est un peu sexy, j'aimais bien aussi. Parce que si on ne sait pas parler de sexe, on travaille. Moi je suis belge, alors on dit on sait, on peut. Parler de sexe quand on travaille avec les bonobos, c'est difficile. Hein. Donc Lola, c'est tout attaché, c'est Lola, Y-A, et puis bonobo, singulier.fr si vous le prenez en France, sinon .org. J'ai une association française qui s'appelle ABE, Amis des bonobos en Europe, et j'en ai une aux États-Unis aussi, puisque certaines fondations qui nous aident ne peuvent donner à des associations congolaises. Donc on a dû faire un relais, et parce que Arcus Foundation, on a Madame Brigitte Bardot, on a 30 millions d'amis, on a des welfare societies, comme on dit en anglais, mais on n'a pas d'argent de la conservation, c'est un peu compliqué. Vous allez un peu répondre à ma question, j'allais vous demander justement en termes de financement, si vous pouviez un petit peu nous donner une idée de comment vous arrivez à... Oui, et il y a des choses et c'est très difficile parce qu'il y a plein de choses qui travaillent contre moi. Tout d'abord, notre budget, il n'y a pas d'expatriés qui sont payés chez moi. Ils sont tous volontaires, évidemment mon staff congolais, et ça représente la moitié de mon projet, de mes 3 projets, pardon. Il me faut environ 750 000 $ par an pour faire tourner Lola, les soins, les analyses médicales, parce qu'on a beaucoup de problèmes au niveau écologique et d'émergence de nouvelles maladies. On a le staff que je dois nourrir, il y a l'éloignement, il y a les transports. Il n'y a pas de salaire. C'est très compliqué.
pas d'expatriés salariés. J'ai un staff. Ils sont payés ceux-là. Ah bah absolument, on ne peut pas faire du bénévolat en pleine guerre, etc. Non, on se bat vraiment pour ça. Ce qui marche contre moi, c'est que j'ai été terriblement médiatisée. Et je vais vous dire pourquoi j'étais médiatisée. C'est parce que les médias, pendant la guerre, ils venaient pour voir si on allait manger aux petits oignons, dans quelle casserole on allait passer. Et ils restaient parfois 10, 15 jours là à attendre des rendez-vous avec les autorités qui, vous savez, au Congo, le même mot c'est hier et demain, hein, lobby. Donc il n'y a pas la notion du temps. Donc les journalistes, ils n'ont rien à faire, ils attendaient. Et ils cherchaient autre chose, quelque chose de positif, autre chose que les femmes violées, les enfants des rues, les enfants sorciers, le sida, enfin plein de choses. Et puis on disait, oh bah oui, il y a cette folle là avec ses singes. Et en fait, ils arrivaient chez moi, et c'est vrai que mon staff, c'est comme un miracle. Le staff de Lola, comme le staff d'Écolo, ça donne envie. Ils sont vraiment sympas, et c'est positif. Donc on a eu une couverture médiatique impressionnante, parce que les gens venaient et trouvaient que vraiment le projet était sympa. En plus, j'ai fait un pari fou, moi. J'ai dit, oui, j'achète l'association va acheter ça, mais je n'avais pas un sous-vaillant. Pas un sous-vaillant. Et donc on a cherché, on a eu quelques miracles, etc. Et aujourd'hui, je ne pourrais jamais acheter Lola. Jamais. Parce que ça coûterait des millions de dollars. C'est exactement 59 hectares boisés autour de Kinshasa. C'est impossible. Mais j'ai eu des coups de bol, mais j'étais là, et j'étais là dans la guerre, et j'ai eu peur pour ma vie et pour mes bonobos. Et malheureusement, les gens pensent qu'on a beaucoup d'argent, parce que c'est comme un parc. C'est moins joli qu'ici, parce que c'est pas aussi bien entretenu, bien sûr, mais quand même, c'est beau. Et souvent, les gens, très facilement, pensent que c'est facile. Mais je vous assure bien que c'est pas facile. Et plus on avance, et plus ça devient difficile. C'est très compliqué. On a un système de parrainage, on a des grants pour l'éducation. Il y a des grandes fondations qui savent que l'éducation, c'est un des espoirs. Quand je suis partie à la réintroduction, c'est le US Fish and Wildlife Service du gouvernement américain, USAID, avec le projet Carpe, qui nous a financé parce que c'est un moyen de savoir si c'est un moyen de conserver les grands singes. Donc on travaille comme ça. Ici, Madame Brigitte Bardot, elle nous donne un montant chaque année pour la nourriture des bonobos. Loin de couvrir tout ça, mais c'est quelque chose d'assuré. Et on a comme ça des amis, mais c'est beaucoup, des parrains, des marraines. En France, c'est des petits donateurs, des membres, 20 $, c'est pas 20 €, c'est pas la mer à boire. On reçoit des nouvelles, on suit son petit filleul, etc. On travaille comme ça, mais je vous assure, c'est comme ça. C'est pas comme on le dit. C'est pas comme on le dit. Parce que les zoos, par exemple. Bon, maintenant, on a eu cette merveilleuse expérience avec le zoo de la Flèche. Et évidemment, ils ont eu un coup de cœur terrible. Ils sont partis à Écolo. Ils ont vu, ceux qui ont vu les épisodes où ils pleurent tous parce que c'est vraiment le retour avec des populations simples et gentilles. Et c'est juste de l'humanité ensemble. Mais sinon, les zoos, ici, ils pensent qu'on est de la captivité. Alors qu'on fait 1000 autres choses que ça. Je le disais tout à l'heure, on a 57 publications, dont une grande partie dans Nature et dans Sciences, donc c'est quand même pas rien. On étudie les bonobos, on a des accords avec beaucoup d'universités et des écoles vétérinaires, et on continue la réintroduction. Et voilà, c'est tout ça un sanctuaire. C'est pas seulement une maternité, enfin une nurserie. C'est de la conservation, je vous assure. Mais la conservation ne veut pas nous donner d'argent parce qu'on pourrait faire beaucoup plus. Et pourtant, moi, je vous ai parlé de la Wi-Fi conservation. Tous ces gens qui sont en dessous d'antennes satellites, mais qui ne sont pas sur le terrain, mais qui font de merveilleux rapports et des beaux websites. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe dans la nature. Voilà. Bansopona bonobo, tous ensemble pour les bonobos. Je ne peux pas faire comme Jane et crier parce que les bonobos,
il parle à haute fréquence, je ne peux pas faire ça. Par contre, je peux faire un baiser de bonobo avec toi, qui est déjà venu ici. Je voulais savoir combien de familles vivent, parce que vous faites vivre des familles, en quelque sorte, sur le terrain. Combien de familles aujourd'hui vous faites vivre? Parce que ça aussi, écoutez, ça les Ilongampo, c'est une population d'environ 10 000 personnes qui sont réparties sur 4 villages, Bossombobo, Bossonzambe. Bosso, ça veut dire fils d'eux. Ah, du coup, je voulais raconter une petite histoire aux scientifiques. Quand je suis arrivée là, il y avait un endroit qui s'appelait Bosso Mokombosso. Alors, Mokombosso, c'est le bonobo, ça n'existe pas, c'est une invention depuis les années 74, on en a tous déjà beaucoup discuté. Mais là-bas, on les appelle les Mokombosso. Et il y a un village qui s'appelait Mosso Bokombosso. Et il a changé de nom à cause de nous, parce que, en fait, c'était fils de... Et évidemment, moi, je me suis intéressée à cette légende. Et en fait, la légende de ce village, c'était qu'un chasseur, eh ben, il avait une femme bonobo. À mon avis, c'est évidemment, bien sûr, de la légende. Il a dû avoir aussi un petit bonobo qu'il a élevé, ce qui ne se fait pas du tout, et qui restait avec lui au village, etc. Et du coup, l'imaginaire populaire a fait, elle lui prépare à manger, elle fait son feu, etc. Et après, ils étaient tellement gênés, parce que chaque fois qu'il y avait des médias qui allaient, vous allez aller voir ce village, et donc ils ont changé de nom. Et donc, ça fait 10 000 personnes déjà. Là-bas, il y a 13 écoles primaires, 2 écoles secondaires, à qui nous fournissons les manuels scolaires selon le programme de l'enseignement congolais, bien entendu. On ne fait pas comme nos amis qui ont des sanctuaires à l'Est et qui apportent des livres en anglais. Ça, c'est quelque chose, mon nationalisme me fait ruer parce que nous sommes francophones et malgré tout ce qu'on essaye de faire avec nous, on restera francophone. Et on supporte 4 maternités et aussi dans les CDV, les 34 petites associations. Ça fait quoi? Autour d'Écolo, ça fait, on a 24 membres du personnel, mais tout ça gravite autour de nous et profite des campagnes de vaccination, de tout ce qu'on fait. Dire en chiffres, je ne sais pas, je dirais 12 000 personnes à Écolo. À Lola, c'est les 2 villages d'à côté qui nous fournissent tous les fruits, les légumes. C'est les apports qu'on fait, comme avec Pina, on les aide, etc. Ça fait quand même pas mal de monde. Mais c'est une toute petite association. Mais on fait plus que les grandes. C'est disons 30 000 dollars par an que nous essayons le budget, mais pour moi c'est énorme. Alors que si j'avais des humanitaires à côté de moi, je pourrais garder ce projet pour faire autre chose, plus d'éducation, aller dans le bloc nord, le bloc sud ou le bloc est des bonobos. Mais c'est dommage, ça ne marche pas ensemble. C'est dommage. Claudie, moi je voulais te demander, quand tu parlais de l'état psychologique des orphelins, est-ce que vous réussissez à leur redonner goût à la vie? Parce que finalement ils se laissent mourir, hein, ce que tu nous Absolument. disais. Uniquement par la tendresse, ou est-ce qu'il y a des déclics? Est-ce qu'il y a des déclics? Est-ce que vous avez découvert des choses? On les voyait chanter. Les rassurer toujours, parce que un petit bonobo, d'abord, le bonobo c'est un animal extrêmement peureux, hein, et aussi magicien, comme disent les chasseurs. C'est drôle, les chasseurs disent les bonobos sont des magiciens, on les a vus, et puis ils se tournent derrière les arbres, ou ils partent avec l'ascenseur, c'est-à-dire qu'ils se mettent sur des arbres un peu flexibles, ils descendent tout doucement, et ils disent ils étaient là, ils sont plus là, ils sont très peureux. C'est pour ça, vraiment, j'ai pas envie de dire que c'est les hippies de la forêt, mais à côté des chimpanzés qui sont très démonstratifs, ils sont vraiment très différents. Donc le bébé bonobo est extrêmement dépendant de sa maman. Il n'a pas le droit de lever une oreille ou un bras, elle le tient tout le temps, jusqu'à presque 2 ans. Il se met debout vers les 10 mois, 12 mois. Sinon, il marche à 4 pattes, vers 4-5 mois. Percé d'anglais à 4 ans. C'est marrant. Et les femelles ont leur première période entre 8 ans et demi et Bolomba seulement 11 ans. Voilà, c'est un peu mou il y a longtemps.
C'est nos cousins, en tout cas. Et c'est pour ça qu'on... Vous pensez que c'est pour ça qu'on vous a dit que c'était le directeur du zoo qui vous a dit qu'ils étaient... Non, le directeur du zoo, il m'a dit qu'il mourrait à 100%, c'est parce que quand il recevait un bonobo, il faisait une quarantaine comme avec les chimpanzés. On les met dans un coin, dans une cage très sombre, et là, le petit bonobo, il ne peut pas survivre sans amour. Mais c'était facile. Moi, j'étais la première, oui, j'étais une mémère à macaque, je le dis. Mais j'ai vu tout de suite, après une semaine ou deux, comment ce bébé bonobo, dans son regard, je voyais qu'il y avait l'espoir de survivre. En fait, il survivait pour moi. Il voulait vivre pour moi. Et là, j'avais trouvé le mode d'emploi. C'était assez simple. Et du coup, j'ai eu une maman de substitution. Et puis, les bonobos arrivaient en masse. Chaque fois qu'il y avait un bateau, il y avait 4 orphelins à faire confisquer. Et parfois, ils arrivent dans des états où c'est désespéré. Ils ont des œdèmes comme ça parce que les fluides vont un peu partout, parce qu'il n'y a plus de protéines, parce que ils ont envie de mourir aussi. Et là, on les porte. Au début, c'est pas facile et tout. Et après, il faut voir la relation qu'il a avec sa maman de substitution. Il faut les arracher le soir pour les mettre... mais ils savent qu'elles arrivent le matin. Il suffit d'entendre, quand ils entendent leur voix, comment elles commencent à crier, etc. Et ceux qui s'étonnent qu'on donne le bain au bébé bonobo, rassurez-vous, c'est par respect pour les mamans, c'est pas pour les bonobos. C'est parce que finalement, il faut aussi penser que ce sont des femmes et qu'elles ont leur fierté et qu'elles n'ont pas envie, comme moi, qu'on dise qu'elles sont mères de singes et dégueulasses et tout. Donc, si vous voyez mes mamans au sortir du travail, elles font comme moi dans les cocktails. C'est-à-dire que je suis en tenue de brousse, en kaki, etc. Mais le soir, je suis en grand talon et tout. Et garder l'église au milieu du village. Et bien, mes mamans sont comme ça aussi. Oui, c'est essentiel, l'amour. C'est l'amour, c'est tout. Ouais. Je voulais réagir là-dessus, justement. Plusieurs commentaires. D'abord, te remercier, c'est admirable ce que tu fais. Dans le vrai sens du mot admiration, dit d'admiration. Hein. Tout à fait. On est très loin de nos propos. Bon, nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les chimpanzés au muséum, mais on n'a pas de sanctuaire. Oui, on se refuse à les toucher, à les prendre. Ce qui, des fois, m'arrache le cœur. Quand c'est cette femelle qui s'est pris la main dans un piège avec un câble de vélo, dont je sais que le bras va tomber, j'ai envie de la prendre pour avec les vétérinaires, bien sûr, lui enlever ce câble, c'est qu'il a fait quelques minutes, et l'arracher. Mais on ne le fait pas parce qu'on veut garder... Pourtant, les gorillas docteurs avec qui on travaille le font. Ouais. Ils interviennent. C'est un principe. On veut garder des animaux vraiment sauvages, mais au niveau des sanctuaires, ce que tu fais est fantastique. Et la réintroduction est un vrai problème, comme tu l'évoques aussi. Tout à l'heure, c'est quand tu as parlé du français, il faut dire aux gens ici quand même qu'il y a 100 millions de personnes qui parlent français au Congo. Oui. En France, on est que 60 millions. On parle plus français au nombre de personnes. Ils parlent belge, un peu comme moi, avec des mots simples, des phrases. On oublie de le dire, hein. C'est très important. Et quand j'étais à la frontière justement entre le Congo et puis l'Ouganda où on travaille, et on voit ces réfugiés qui arrivent au Congo, dans un pays qui parle qu'anglais, le premier choc pour nous, ils parlent français, comme toi et moi. Et ils ont vécu des aventures épouvantables. Les bonobos, bien sûr, sont aussi dans ce système terrible de la guerre au Congo. Tout à l'heure, tu as dit une chose qui m'a un peu surpris sur la ménopause. Parce que sur les chimpanzés, on n'a pas vraiment de ménopause. Ah ben ici, les règles s'arrêtent. J'ai une femelle qui a 55 ans, là, qui est enceinte l'an dernier. Et ça nous a beaucoup surpris. On s'est dit, bon, elle a arrêté quelques années, et là, elle attend un bébé à nouveau. Donc je me pose vraiment la question. Elle est à la ménagerie? Non, pas du tout. Ah, dans la forêt. Ah oui, non, ouais. Mais il y a tellement peu de recul. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une ménopause chez ces grands singes. Oui, mais ça s'arrête. Il n'y en a pas. Ben, tu vois, chez nous, on a une femelle la plus ancienne qu'on a reçue d'un laboratoire de recherche médicale. Elle a 38 ans et elle n'a plus de règles. Et je me suis dit, tiens, ça correspond à ce qu'on me disait avant. Peut-être des individus, mais je ne suis pas sûr que ce soit commun chez tous les grands singes. C'est une question qu'on pourra... Mais je n'ai pas beaucoup... Moi, j'ai commencé il y a 25 ans. Non, mais je n'ai pas commencé... J'ai commencé il y a 25 ans. J'ai grandi avec mes bonobos. Et la littérature que je reçois me dit ça. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? En fait, il est écrit que la ménopause n'est seulement observée que chez les femmes humaines. Ouais, c'est ça, chez les hommes. Chez les mammifères, chez les grands singes. Ah oui. Mais chez Chilomba, ça s'est arrêté vers les... Et moi, les gens de zoo
m'avait dit, chez nous, ça s'arrête à 40 ans, etc. Mais en fait, il y a très peu de recul, Oui, bien sûr. parce qu'il y a peu C'est d'observation. bien différent de la nature. Et oui, et ils mangent comme nous, dans les eaux, ils avalent plein de Bien légumes sûr, avec bien plein de sûr. choses. Et ça, je pense que ça change un peu beaucoup de En tout choses. cas, merci du fond du cœur pour ce que tu fais. Et c'est pas le petit. Autant pour les dauphins, je reste sceptique, mais pour les chimpanzés et les grands singes, l'amour est fondamental. Ah Que oui, l'humain peut apporter à ces animaux dans les sanctuaires. Il n'y a que comme ça qu'on peut les sauver. J'ai remis pour les Comment par amour, on sauve un dauphin. Par amour, on sauve un bébé bonobo. Bon, moi, je n'ai aucune expérience avec les dauphins, sauf de les avoir suivis sur un bateau. Non, bien sûr, je ne critique pas les Je dauphins ne du sais tout. pas. Mais Non, je ne sais Par pas. contre, ça me fait rebondir parce que par rapport à tous les discours, enfin toutes les conférences, toutes je ne les critique pas les dauphins du tout, je dis que c'est pas pareil. toutes les interventions qu'il y a eu, en tout premier, si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'était que d'enlever cette limite, cette supériorité de Bien sûr. l'homme, de l'animal. Bien Et sûr. là, vous venez de mettre une limite énorme au travers de l'espèce. Nous sommes tous une espèce sur Terre. Et vous venez de mettre une barrière entre deux espèces. Mais non, attends. Les Je animaux, l'entends comme ça. 1,3 million d'espèces d'animaux différents. Mais il n'y a aucune barrière. Vous venez d'en Et comment vous vous faites venez d'en poser une énorme. Pas du tout. Pas du tout. J'ai dit simplement que ces petits animaux sur lesquels on travaille dans la forêt ont ce besoin viscéral d'amour pour s'en sortir. C'est très différent des animaux qui ne sont pas proches de l'humain et des grands singes. Toute être d'avance sur cette planète. Une huître. Toute être Bah, écoutez, j'essaie avec les huîtres, ça marche pas. Et je pense. Peut-être qu'il vient avec son cœur et en Je sais pas faire. Oui, alors c'est vraiment, on parle pas de l'avant, c'est parfaitement technique. On a vu ces bonobos avec un collier. Ouais. Ok. Alors la question, est-ce que c'est systématique pour tous? Non. Non, d'accord. Non, non, on a Et pas- ils sont connectés, vous arrivez à les suivre comme ça aussi? Ben, ils sont connectés. On a un, oui, par iridium, et on a une position par jour, ce qui nous suffit pour situer les bonobos par rapport aux villageois qui ont envie d'infiltrer la réserve. Et on préfère qu'ils aillent couper du bois un peu plus loin que là où les bonobos se déplacent. On essaye de les situer pour éviter des accidents, etc. Sur la question la suivante, c'est qu'effectivement, bon, ce collier est assez Il n'a qu'un- massif. et en plus, il n'a qu'un once de... D'accord. Mais attends, y a-t-il avec l'évolution technologique, parce que sans revenir sur ce que je disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir, on a des systèmes aujourd'hui très complexes qui permettent de mettre des puces, comme on dit, pour les animaux, Ouais. donc, et qui peuvent avec des applications, avec des téléphones portables, voilà, je ne Oui, parle pas dans le délire, avec tout le monde. Ouais, non, et ça va se faire? Mais on espère, mais le problème, c'est arriver à réduire cette chips qui peut Ouais, c'est ça. être... Ouais, ouais. Et pour le moment, on en est au stade de... À la dernière conférence sur la réintroduction, les orang-outans, ils ont tenté aussi de mettre... mais ce sont des animaux qui ont des doigts. Hein. Ben oui. C'est pas comme un éléphant, quoi. Tu lui mets là, Ouais. eh ben, il bouge pas. Il n'y en a pas un qui va aller avec son doigt gratouiller et faire un abcès en pleine forêt après. Et puis ne pas intervenir comme... et voilà. Donc, tant qu'on n'a pas quelque chose de minuscule... Alors maintenant, moi, j'ai approché les Israéliens parce qu'ils sont experts dans tout ça. C'est très bon. Et effectivement, ils commencent à avoir... Mais le problème aussi, c'est la canopée. Nous, on est dans une forêt pleine d'eau. Il y a de l'eau partout. Et la canopée est très haute. Et les ondes passent très, très mal. Donc, on peut choisir... Moi, ça me suffit actuellement pour ne pas user les colliers, d'avoir une position par jour. Parce que si on me dit, ils ont niché là, ben, le lendemain, moi je sais, parce qu'on a des relevés GPS, et on sait qu'ils se déplacent d'année en année, à cause des fruits évidemment, systématiquement, à la même période de l'année, le même mois, les bonobos vont soit vers le nord, soit vers le sud. Et toujours, c'est comme, ils suivent simplement les fruits, hein, ils n'ont pas le calendrier février, mars, avril.
Et ça, ils ont tous été réintroduits, donc ils se sont adaptés très vite. Ah oui, moi ce que j'avais c'est sous-estimé, je pense que c'était leur intelligence. Ouais, ouais. C'est un peu comme Robinson Crusoe. Et le premier jour, il y en a 2 qui n'ont pas fait de nid. Mais le deuxième jour, et aujourd'hui, je vous jure, je ne sais pas s'ils ont regardé le film Marsupilami, mais ils se font des nids mieux que les sauvages. Ils se mettent les feuilles même au-dessus, ils sont bien. Justement, Gilles Leboeuf demande, tu as fait que réintroduire des bonobos où il y avait déjà des bonobos sauvages? Non, malheureusement, moi je suis une bonobote, hein, donc je veux toujours des consensus avec tout le monde. Alors on a fait ça avec les gorilles, on a fait ça avec les chimpanzés, on l'a fait avec les orang-outans, mais les bonobos, c'est une poignée de scientifiques comme ça. Et ils m'ont dit, pas dans la population sauvage. C'était extrêmement dommage parce que j'avais fait une préparation qui a duré 2 ans avec toutes les guidelines que peut-être tous les autres n'ont pas suivies comme je l'avais suivi, mais c'était la seule espèce qu'on n'avait plus besoin de suivre après. Parce que les bonobos, ils se croisent naturellement dans la forêt. Ils font fusion et fission, et justement pour que les jeunes femelles partent dans un autre groupe. Et on voit ça quand on va à Wamba chez les Japonais, etc. On voit, et c'est une grande... Évidemment, les mâles, c'est comme les chimpanzés, ils arrachent les feuilles, les branches, ils font du show. Et une grande sex-party surtout. Mais après, 1 heure, c'est cool quoi, viens voir mon coin, etc. Et c'est pour ça que j'aurais dû. Je regrette encore Mais c'est pour aujourd'hui. des raisons sanitaires ou des raisons génétiques? Ah, il y avait pas. C'était un ancien biotope vide. Donc il y avait des bonobos jusqu'à 5 ans avant. Et donc c'était adapté au niveau de l'alimentation, au niveau de ci, au niveau de là. Enfin, c'était un ancien biotope. Mais franchement, j'aurais choisi avec un groupe sauvage. Je les aurais mis à 10 km. Je les aurais mis à 10 km. Et je sais que les Japonais, ce sont mes maîtres. Hein. Les Japonais m'ont dit, Claudine, chez nous, ils s'entendent à 7 km et demi. Ils seraient allés, ils auraient mis du temps. Mais même à Lola, moi je fais des expériences comme ça, j'ouvre des enclos et puis je les laisse. Mais c'est terrible, c'est la même chose qu'en forêt, quand ils arrivent, ça gueule de tous les côtés et tout, et puis ça passe très vite à l'action sociale et sexuelle. Et puis après, tout le monde part bras dessus, bras dessous. Et si on voulait faire l'expérience de la réintroduction réellement, eh bien, après toutes les précautions sanitaires, etc. que j'avais prises, je pense que j'ai raté le coche. J'aurais dû le faire. J'aurais dû leur dire flûte. Oui. Et pour les prochaines? Ben, si vous êtes là, venez nous aider. Moi, je voulais savoir un peu les relations des populations avec leur faune, justement. Parce que vous aviez l'air de dire qu'a priori, ils s'en fichaient un peu. Ouais. Alors, est-ce que c'est dû aux conditions, évidemment, sociologiques, de guerre, de désespérance, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a une tradition Ça, je ne crois pas du tout. Mais alors, moi, je suis une Wanamboka. Je suis arrivée au Congo il y a 66 ans. Je sais très bien comment on peut être manipulé. Moi, je ne crois pas du tout aux légendes qu'ils veulent nous faire entendre parce qu'ils savent qu'on veut les entendre. Moi, je ne crois pas vraiment. Mais il y a effectivement des populations qui, s'ils peuvent, ils mangent autre chose, mais tout ça a beaucoup changé. Mais ils savent qu'ils peuvent nous faire plaisir en disant ça. Ils le savent. On est manipulé aussi énormément. En disant que chez eux, ils les mangent pas. Voilà, c'est ça. Ça fait rigoler. D'accord. Ça fait rigoler parce qu'il y a bien longtemps que la pauvreté et tout ce qu'on ne comprend pas, qui est le phénomène de viande de brousse, que personne n'arrive à enrayer, ils le font quand même. Ou ils sont partenaires. 30 tonnes par jour à Roissy, tous les jours. Mais oui. De viande de brousse. Et on est, quelque part, on est partenaire aussi là-dedans.
Et donc c'est une tradition, la viande de brousse. Mais c'est un mélange. On en a toujours mangé. Mais nous n'allons pas combattre un chasseur traditionnel. Il a besoin d'une antilope pour le village. Mais lui, il est sage, hein, quelque part. Il sait que s'il en tue 10, ben, il va marcher 40 km de plus. Il ne va pas le faire. Mais on vient de 20 ans de guerre. Et peut-être de 40 ans de désordre, avec moi je parle pour mon pays, je ne sais pas pour les autres, je parle des bonobos parce que je parle de mon pays. Et il y a énormément d'armes qui ont circulé, qui circulent encore et qui vont certainement encore circuler. Et c'est jeune, mais c'est un business, c'est vraiment un business. Ils arrivent dans un coin, ils font un campement et ils tuent tout ce qui bouge. Ils ne cherchent pas spécialement les bonobos ou quoi, parce que ce ne sont pas des gens du coin. Ils tuent tout, ils coupent en morceaux, ils boucanent, et quand ils ont fini leur campement, ben, ils emmènent tout leur sac, ils mettent ça sur des baleinières, d'abord sur des radeaux en roseau sur les rivières, ils descendent le fleuve, ils arrivent à la capitale. Et pourquoi on fait 30 000 enfants dans notre programme éducatif en ville? Ben, c'est parce que c'est eux qui envoient les cartouches, c'est eux qui demandent la viande de brousse pour, par exemple, la mettre dans des avions qui partent. Voilà. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et quand j'entends ce qui se passe et qu'il n'y aura peut-être plus de bonobos dans 69 ans, si on laisse l'IUCN publier ce qu'il a envie de publier, eh bien, je crois je ne sais pas. Tout à l'heure, à la fin de la présentation de Pascal, j'étais très déboussolée. En sortant, j'avais l'impression, moi je dis toujours en riant, je vis au Moyen-Âge. C'est vrai, chaque fois que je rentre en Europe, il y a quelque chose de nouveau. Bon, il n'y a pas si longtemps que j'ai mis pour la première fois un ticket de métro, je l'avais dans la main, je ne savais pas du tout. C'est vrai, j'ai honte parfois. Et parfois j'ai l'impression de vivre encore des derniers moments, pas d'hommes libres, parce qu'ils sont bien moins libres qu'au temps des colonies, parce qu'on les a pris en otage de beaucoup de choses. Mais moi j'ai un lien avec les gens de mon pays qui est très important. Mon surnom, alors je vous raconte ça, c'est quand même comique. Pour terminer, après je vous laisse partir. Mon surnom dans la conservation au Congo, c'est Sosopembe. Alors Sosopembe, ça veut dire, et là éclatez de rire, vous pouvez, ça veut dire la poule blanche. Soso, c'est un poulet, Pembe, c'est blanc. Alors, au début, je m'offusquais un peu parce que j'entendais dans le ministère, il n'y avait personne. Tout le monde nous avait quittés jusqu'en 2004, on n'a vu personne pendant 10 ans. Et puis, j'entendais dans les couloirs, ah, Sosopembe, elle est là, Sosopembe est là. Et puis un jour, je dis, mais allez, viens ici maintenant. Pourquoi vous m'appelez Sosopembe? En ayant très, très peur de ce que j'allais entendre, en disant, t'as la seule poule blanche qui reste ici dans le ministère. Eh bien non, ça vient d'un adage congolais qui dit Sosopembe Azanam Bokate. La poule blanche n'a pas de village. Dans chaque village du Congo, et il y en a des milliers, des dizaines de milliers, il y a beaucoup de poules. Elles ont toutes les couleurs, elles sont très chamarrées généralement, mais il y a toujours une poule blanche. On ne sait pas d'où elle vient, mais en fait elle représente l'unité du pays. Donc j'aime beaucoup, mon surnom. Merci mille fois de ton intervention qui est formidable et en effet de ton combat.